Bonjour Eric Fassin. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Eric d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Eric, tu es sociologue, professeur à l'Université de Paris 8. Alors aujourd'hui, en pleine actualité, on va parler islamo-gauchisme, ce courant qui gangrène les universités, selon la ministre Frédérique Vidal. La polémique est cette fois-ci partie d'elle, de la ministre des Universités, je viens de dire, qui dit vouloir demander au CNRS d'enquêter sur les tenants idéologiques de ce qu'elle et il appellent l'islamo-gauchisme. Justement, hier, le CNRS a publié un communiqué dans lequel il affirme que l'islamo-gauchisme n'a pas de réalité scientifique. Pas de réalité scientifique, sans doute, mais est-ce que pour autant, il n'a pas de réalité politique, Eric? L'islamo-gauchisme, c'est une insulte. En réalité, personne ne se définit comme islamo-gauchiste. En revanche, il y a des gens qu'on qualifie d'islamo-gauchistes pour les disqualifier. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a une ministre de l'enseignement supérieur qui reprend un vocabulaire qui est celui de valeurs actuelles. Et elle le fait au nom de la science. En réalité, aujourd'hui, on a une critique de la science par des gens au nom de la science, et elle se fait dans le vocabulaire qui n'est pas celui de la science, mais qui est celui des polémistes de l'extrême droite. Ça, c'est très grave, d'autant plus que ce n'est pas seulement en France. En fait, on voit qu'il y a la même chose au même moment avec le gouvernement de Boris Johnson, dont le ministre de l'Éducation lance une offensive comparable. On avait vu, il y a un mois environ, la même chose aux États-Unis avec l'administration Trump, qui s'en prenait, par exemple, au New York Times pour avoir lancé un projet sur l'esclavage. Donc, c'est une menace qui, aujourd'hui, n'est pas propre à la France, qu'on rencontre dans beaucoup de pays, mais dans des pays qu'on croyait beaucoup plus à droite, voire dans des pays autoritaires comme le Brésil ou la Hongrie. En réalité, on s'aperçoit que la France n'est pas à l'abri, et on s'aperçoit aussi que ce qui est vrai pour les universités, eh bien, ça peut tout aussi bien toucher, aujourd'hui ou demain, les médias. Alors, dans son communiqué, le CNRS, tout en affirmant regretter la polémique actuelle autour de l'islamo-gauchisme, a aussi affirmé qu'il pourrait participer à l'enquête voulue par Frédérique Vidal, alors même qu'il conteste la pertinence du terme. Tu as une idée d'à quoi pourrait ressembler cette enquête? Ça a déjà existé de par le passé? On verra ce que ça veut dire. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais déterminer cela. Ce que je remarque, c'est que, par exemple, et c'est la fin du communiqué du CNRS, il est question du rapport tout récent sur la pandémie de Covid. Et c'est effectivement un travail collectif qui implique des dizaines et des dizaines de chercheurs et de chercheuses et auquel j'ai participé avec une collègue et en parlant de quoi? D'intersectionnalité. C'est-à-dire que nous avons essayé de montrer en quoi il était nécessaire aujourd'hui, pour comprendre la pandémie, de prendre en compte plusieurs dimensions, et en particulier donc genre, classe, race. Je veux donc croire que le CNRS a très bien compris qu'on a intérêt, et particulièrement en ce moment, à se doter d'outils comme l'annonce d'ailleurs le CNRS, pour penser la réalité sociale. Et c'est particulièrement vrai dans l'université. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'université? La réalité, c'est la précarité étudiante. Est-ce qu'on peut croire que pour en parler, il faudrait faire abstraction de la race? Est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas articuler plusieurs dimensions, et en particulier classe et race? Donc la confusion actuelle qu'entretiennent les politiques, elle est d'autant plus grave qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe, qu'on a besoin d'outils pour analyser la réalité. Et la réalité, ce sont des rapports de domination. Il faut bien pouvoir les nommer. On va revenir évidemment sur le fond du sujet et que tu viens d'évoquer, mais j'avais envie de rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit le terme islamo-gauchiste est avant tout une insulte. Personne ne se revendique de l'islamo-gauchisme. Ce matin, j'entendais sur France Info un journaliste définir ce qu'était l'islamo-gauchisme et il disait que ce serait finalement l'alliance d'une partie de la gauche, de l'extrême gauche, disait-il, avec les islamistes. L'alliance de l'extrême gauche avec les islamistes que la gauche identifierait un peu comme les nouveaux prolétaires.
Est-ce que finalement, ce n'est pas parler d'islamo-gauchisme et considérer qu'il y a vraiment une partie de la gauche qui serait alliée aux islamistes, et ce n'est pas proférer une fake news finalement? Est-ce que ça existe des militants de gauche qui assument leur conviction d'être des alliés des islamistes? Moi, je n'en connais pas, et en particulier, je n'en connais pas dans l'université. Euh, je pense que c'est comme toutes les controverses qui ont été lancées avec un grand succès médiatique et avec un impact politique considérable par la droite depuis des décennies. On l'avait vu avec l'offensive contre le politiquement correct. Personne ne se dit politiquement correct. Néanmoins, on entend tout le temps parler de ça depuis 30 ans. Comme finalement les termes s'usent un peu, on nous a lancé l'idée de cancel culture, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une culture de l'annulation, une culture en quelque sorte de la censure qui caractériserait la gauche. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, c'est la gauche qui est visée. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que tous ces gens qui nous disent qu'on ne peut plus rien dire, eh bien, ils n'arrêtent pas de parler. On n'entend qu'eux. Est-ce qu'on entend en ce moment des gens supposément islamo-gauchistes dans les médias? Je ne sais pas, je n'ai pas écouté systématiquement France Inter et France Culture ou lu systématiquement Le Monde. Mais je n'ai vraiment pas l'impression que ces médias soient aujourd'hui monopolisés par des islamo-gauchistes ou des intersectionnels ou des racialistes ou des indigénistes. Au contraire, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'allume ma radio ou bien à chaque fois que je vais regarder dans un journal, je vois des attaques contre tout ça. Donc, il me semble important aujourd'hui de ne pas se tromper. Qui a le pouvoir de censurer? Qui a le pouvoir d'annuler? Quand on a une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui cherche ainsi à nous intimider, lorsqu'elle est reprise par Marlène Schiappa qui dit qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait trop de financement pour ces champs d'études postcoloniales et intersectionnelles, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de nous dire, on va essayer de réduire vos budgets. Si vous parlez de ça, vous allez le payer. Donc, où est la censure aujourd'hui? Est-ce que la censure, c'est quelques universitaires qui essaient de tenir un discours critique? Ou bien est-ce que c'est les gens qui sont au pouvoir et qui ont le pouvoir de nous menacer, qui ont le pouvoir de nous menacer de commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, qui ont le pouvoir de lancer des propositions de loi contre l'écriture inclusive, qui ont le pouvoir de menacer nos financements? Qui menace qui? Qui annule qui? Qui a le pouvoir de censurer qui? Mais justement, est-ce que l'on sait l'importance de ces travaux, notamment dans leur nombre, à l'université sur ces questions de race, sur ces questions postcoloniales ou même sur ces questions, sur la question de l'indigénisme? Parce qu'on se souvient que Blanquer avait dit juste après l'assassinat de Samuel Paty que l'islamo-gauchisme faisait des ravages à l'université. Après, on avait eu la tribune avec Marcel Gauchet, Laurent Bouvet ou Pierre Nora qui avaient dénoncer exactement le même type, les idéologies indigénistes, racialistes et décoloniales. Et on a l'impression du coup que pratiquement dans les universités, on ne parle que de ça. Mais quel est le poids véritable de ces recherches exactement dans l'université? La première chose, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Puisque, par exemple, Frédéric Vidal commence par parler de postcolonialisme. Lorsque Jean-Pierre Elkabbach lui dit race, genre, classe, elle dit oui, oui, c'est tout à fait ça et elle continue sur la race, puis elle parlera de postcolonialisme. Bref, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Combien de personnes en France aujourd'hui dans l'université centrent leurs recherches sur les questions postcoloniales, intersectionnelles, etc. Peu de monde. En tout cas, il n'y a pas de laboratoire consacré à ces questions. Il n'y a pas de département qui soit consacré à ces questions. Il n'y a pas de master qui soit consacré à ces questions. Il n'y a pas de doctorat consacré à ces questions. Donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En revanche, il y a autre chose qui, à mon sens, est également important, c'est qu'il y a toute une génération nouvelle de chercheuses, de chercheurs, qui, au passage, croisent ces questions, qui sont amenés à en parler.
Lorsqu'on parle des classes populaires, il est difficile de faire abstraction entièrement des questions de genre et des questions de race. Lorsqu'on parle de l'éducation, lorsqu'on parle des professions du care, c'est-à-dire du soin des autres, lorsqu'on parle de la pandémie. Donc la réalité, c'est que d'un côté, il y a très peu de personnes qu'on pourrait définir entièrement par ces catégories. Mais en revanche, toutes les nouvelles générations ont compris qu'on ne pouvait pas s'aveugler au genre, qu'on ne pouvait pas s'aveugler à la race, parce que ça joue un rôle dans notre société. Et donc, si on veut parler de la réalité, on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas. Il est tout aussi problématique de s'aveugler au genre ou à la race que de s'aveugler à la classe. En réalité, si on veut penser l'ensemble des rapports de domination qui structurent la société, eh bien, on ne doit pas se doter d'un outil, mais d'une pluralité d'outils. Donc, je crois que la réponse à la question, c'est très peu de monde, si on veut dire des gens qui ne font que ça, mais en gros, presque tous les jeunes, si on veut s'attacher aux personnes qui croisent ces questions. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir une panique une panique morale chez une partie des générations plus avancées, c'est-à-dire celle à laquelle j'appartiens d'ailleurs, qui voit que le monde change, premièrement, mais que deuxièmement, le monde de l'université aussi change. Que nos étudiantes et nos étudiants, qui sont devenus nos collègues, eh bien, n'ont pas forcément exactement la même manière de regarder le monde que nous. Il y a ceux qui s'en inquiètent beaucoup, il y en a ceux, et j'en fais partie, qui s'en réjouissent. On va revenir aussi évidemment plus profondément sur l'intersectionnalité. Je veux encore te poser une question sur la ministre Vidal, parce que tu évoquais son interview avec El Kabbach. Mardi dernier, la ministre Vidal a répondu à une question au gouvernement de la France insoumise, lui demandant justement de s'expliquer sur ses propos sur l'islamo-gauchisme. Et elle a réussi, la ministre, en l'espace de 2 minutes, à évoquer les recherches postcoloniales et les émeutes au Capitole pour justifier sa demande d'enquête au CNRS. Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Islamo-gauchisme et suprémacisme, même combat? Ce que ça veut dire, c'est qu'à défaut d'avoir des exemples du côté de l'islamo-gauchisme, on va chercher des exemples du côté du fascisme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de confusion et qu'il est tout de même embarrassant qu'on lance une polémique sans avoir rien compris aux choses dont on parle. Est-ce que la ministre ne sait pas de quoi elle parle? Ou bien est-ce qu'elle sait qu'elle ne sait pas, mais que finalement, peu importe? Est-ce que le but, c'est la confusion? Et dans ce cas-là, qu'elle passe de l'islamo-gauchisme aux suprématistes blancs, peu importe. Mais je crois qu'il y a une irresponsabilité aujourd'hui de nos responsables. Et cette irresponsabilité, elle est délibérée. C'est-à-dire que, au fond, dire n'importe quoi, ça a une fonction politique. C'est jouer la confusion, premièrement, et deuxièmement, c'est jouer l'anti-intellectualisme. Ce qu'on nous explique, c'est que les intellectuels sont dangereux. Autrement dit, ce qu'on nous suggère, c'est que penser est dangereux. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui dans tous les régimes autoritaires dans le monde. Il se trouve que malheureusement, la France ne fait pas exception. La dérive autoritaire, elle passe toujours par l'anti-intellectualisme. Parce que le travail intellectuel, il permet le développement d'une pensée critique. Et la pensée critique, ce n'est pas simplement le fait de critiquer, ce n'est pas simplement le fait de dénoncer, c'est le fait de remettre en cause les évidences. C'est-à-dire de faire en sorte que ce qui va de soi soit un peu moins évident. C'est bien cela qui se passe aujourd'hui. Montrer les rapports de domination dans la société, c'est faire en sorte qu'ils soient visibles, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus transparents, c'est-à-dire qu'il s'agit de troubler l'évidence des choses. Troubler la domination. C'est cela que ne veulent pas aujourd'hui nos gouvernants.
Et c'est pour cela que nos gouvernants parlent exactement comme ceux des régimes autoritaires à travers le monde. Alors, ce matin, sur France Info, Jean Chambaz, le président de Sorbonne Université, avait une analyse en fait, qui ressemblait un peu à la tienne. Lui, il se disait pas tant choqué et scandalisé par les propos de la ministre Frédérique Vidal que par ce qui se jouait derrière. Alors, il ne parlait pas d'anti-intellectualisme, mais pour lui, le danger, c'était la ligne politique qu'était en train de porter ce gouvernement. Ce n'est pas un cas isolé, c'est pour envoyer des signaux à l'extrême droite. Toi, tu es d'accord avec ça ? C'est l'extrême droite qu'ils vont chercher? Alors d'abord, effectivement, on suggère aujourd'hui que peut-être la ministre aurait été maladroite, comme si son propos était isolé. Il faut rappeler que c'est le président de la République qui, le premier, a lancé cette offensive en juin dernier, en glissant quelques phrases aux journalistes du Monde qui s'en prenaient aux universitaires jugés coupables de casser la République en deux. C'est le président de la République qui est revenu sur ce sujet en dénonçant début octobre, dans son discours sur le séparatisme, l'importation en sciences sociales de théories venues des États-Unis avec leurs problèmes. Donc c'est le président de la République. C'est ensuite le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui s'en est pris à la complicité intellectuelle avec le terrorisme. Frédérique Vidal a cru bien faire, c'est-à-dire elle a cru poursuivre le programme gouvernemental. On peut considérer qu'elle a été envoyée en avant pour tester cette possibilité d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, bien sûr, on devine qu'elle va être lâchée, qu'elle sera peut-être infusible, et donc on pourra se réjouir de la démission espérée de Frédérique Vidal. Mais ça ne change rien sur le fond. On vient d'assister effectivement, il y a quelques jours, à un débat entre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils disent la même chose. D'un côté, on a Marine Le Pen qui dit « j'aurais pu signer votre livre ». De l'autre, on a Gérald Darmanin qui trouve que finalement sur l'islam, Marine Le Pen est un peu molle. Autrement dit, le message, c'est que sur ces questions, on va dire d'identité nationale, il n'y a pas de différence entre le gouvernement actuel, le président de la République, et le Rassemblement national et sa présidente. Donc, au fond, ce qu'on nous dit, c'est que les attaques contre une gauche identitaire sont un ralliement de la droite à l'extrême droite identitaire. C'est un écran de fumée. Il n'y a pas d'islamo-gauchistes. En revanche, il y a des néofascistes en France. Et ces néofascistes, ils tiennent un discours identitaire. C'est bien cela qui est en train de se passer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à l'élection présidentielle, on peut imaginer que le président de la République va jouer cette carte, c'est-à-dire qu'il considère que le duel sera entre Marine Le Pen et lui, et que donc, au lieu de se démarquer d'elle sur les questions identitaires, il va tenir le même discours en espérant que ce qui les départagera, ce sera l'économie. C'est un choix politique qui veut dire bien sûr que le président de la République considère qu'il n'a rien à craindre du côté de la gauche, y compris sur ces sujets. C'est très inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que ça veut dire que l'écart, si ce scénario est confirmé entre le président de la République et Marine Le Pen, sera faible, et que donc cette politique continuerait après l'élection, quel que soit le résultat. Autrement dit, c'est le triomphe de l'extrême droite. L'extrême droite est au pouvoir alors même qu'elle n'a pas été élue. Son programme idéologique est celui qui définit aujourd'hui le débat public en France. C'est très inquiétant. Et pour ma part, j'ai un peu d'espoir lorsque je vois que la conférence des présidents d'université, qu'on ne peut pas accuser d'être islamo-gauchiste, s'est indignée des propos de Frédérique Vidal en disant « on ne peut pas dire n'importe quoi ». J'ai un peu d'espoir quand je vois que le CNRS dit « on va continuer de parler d'intersectionnalité, on va continuer de parler de postcolonialisme, etc. » Autrement dit, on ne va pas se laisser intimider. Je veux croire que donc, il y a peut-être aujourd'hui un sursaut chez les universitaires qui comprennent que le problème, ça n'est pas de se désolidariser de quelques-uns qui sont taxés d'islamo-gauchisme, mais c'est de comprendre que ce qui est en jeu, ce sont les libertés académiques, c'est-à-dire un des fondements de la vie démocratique.
Alors justement, sur ce concept d'intersectionnalité, qui lui, pour la peine, a bien une réalité scientifique, au moins pour les sciences sociales, puisqu'elle désigne la situation de personnes qui subissent et cumulent plusieurs types de domination ou de discrimination, pourquoi ce concept sociologique ne passe pas? Pourquoi est-ce qu'il est autant contesté? D'abord, l'intersectionnalité, c'est tout un champ d'études, et tout le monde ne dit pas exactement la même chose, loin s'en faut, y compris par exemple sur la définition même, est-ce qu'on parle seulement des personnes qui cumulent des handicaps ou est-ce qu'on parle de tout le monde? Est-ce que lorsque on caractérise, par exemple, un universitaire comme moi, d'homme, blanc, de classe moyenne, est-ce que c'est de l'intersectionnalité? Pour ma part, je le crois, parce qu'en fait, on est en train de prendre en compte plusieurs logiques. Et l'intersectionnalité, ce n'est pas seulement ceux qui subissent la domination, mais c'est l'ensemble des rapports sociaux. Donc, il y a bien sûr des débats intéressants et justifiés. Tout le monde ne dit pas la même chose. C'est un champ d'étude. Pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle indignation? Il faut d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois en France qu'on voit des mobilisations contre le monde universitaire. Il y a quelques années, c'était contre le genre. Ne l'oublions pas, toute l'offensive contre la théorie du genre a préparé le terrain pour les attaques qu'on voit aujourd'hui. Et on s'aperçoit aujourd'hui que parfois c'est contre l'intersectionnalité, mais parfois aussi contre la race. Donc en fait, à nouveau, on est, comme dans le discours de Frédéric Vidal, dans un certain flottement. Mais ça peut aussi, bien sûr, passer sur les questions postcoloniales ou décoloniales, c'est-à-dire sur le fait de mobiliser l'histoire pour penser le présent. L'histoire de la domination qui nous éclairerait sur le présent de la domination. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de race, de genre et d'intersectionnalité, est-on mis en cause? Eh bien, parce que je crois que la logique la plus profonde, c'est que lorsque on s'en prend à tous ces domaines d'études, il faut voir qui s'en prend à tous ces domaines d'études. C'est-à-dire que précisément, si on veut penser en termes d'intersectionnalité, on a intérêt à remarquer que ce sont plutôt des personnes en situation dominante. Les dominants s'inquiètent qu'on parle de domination. Est-ce qu'il faut en être étonné? Je crois que de ce point de vue-là, il y a une longue histoire qui nous a appris que c'est souvent le cas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, lorsqu'on nous dit ne figez pas les identités, bien sûr, il ne faut pas figer les identités. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'intersectionnalité? On parle d'inégalité. Donc, en réalité, on parle d'égalité. La bataille aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est légitime de parler d'égalité lorsqu'on parle de la société? Donc, l'identité, qui est le lexique de l'extrême droite, eh bien, c'est juste une manière de détourner l'attention, de faire comme si on parlait d'identité alors qu'on parle d'égalité et d'inégalité. Je crois donc qu'il est important de comprendre que les attaques, elles visent à dire ne me nommez pas moi, moi qui suis un homme blanc, moi qui appartiens aux élites, ne me nommez pas en tant que tel, je suis juste universel. Je suis juste ministre, je suis juste président de la République, je suis juste sociologue, je suis juste historien. Ne me réduisez pas à des propriétés particulières. Mais le problème, c'est que jusqu'alors, on ne s'était pas trop inquiété du fait qu'on réduisait une partie d'entre nous à leurs propriétés particulières, au fait d'être une femme, au fait d'être noir, au fait d'être arabe, au fait d'appartenir à une minorité sexuelle. Ça, manifestement, ça n'empêchait pas les gens de dormir. C'est à partir du moment où on commence, par exemple, à parler de privilèges blancs, qu'on voit un sursaut d'inquiétude. Quoi? Moi aussi, je vais être identifié? Mais le problème, ce n'est pas qu'on identifie aujourd'hui les dominants, c'est que depuis longtemps, on identifie les dominés, qu'on assigne à des identités. Je crois que c'est cela qui provoque une panique morale aujourd'hui. Cette panique morale, c'est le fait d'être désigné, d'être nommé, d'être identifié comme les autres. Ça n'est pas faire exception, c'est se retrouver dans le lot commun. Mais tant qu'on n'aura pas arrêté d'assigner les gens à des places subalternes, il sera difficile de dire qu'on doit réserver comme un privilège
le fait de ne pas avoir d'identité seulement aux dominants. Alors, Eric, hier sur France 5, je ne sais pas si tu as écouté, mais la sociologue Sarah Mazouz a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle a spécifié que les travaux visés par les anathèmes en islamo-gauchisme n'étaient pas ceux qui s'inscrivaient dans une tradition marxiste ou matérialiste. Elle a d'ailleurs affirmé que l'intersectionnalité dont tout le monde parle, et dont tu viens de parler, était à l'origine le fruit d'une conceptualisation d'une juriste américaine, Kimberly Crenshaw, qui était plutôt d'essence libérale. Est-ce que tu penses que c'est pertinent à ce stade de dissocier l'intersectionnalité et le marxisme et la lutte des classes? Pour ma part, je crois que l'intersectionnalité est un champ d'études dans lequel il y a des positions différentes. Il est tout à fait juste de dire que le point de départ, c'est le droit aux États-Unis. Mais ça, c'est le point de départ aux États-Unis. En France, les recherches qui sont menées autour de l'intersectionnalité, c'est essentiellement en sciences sociales. Donc, c'est un domaine très différent. Pour ma part, en tout cas, je crois que dans mon propre travail, comme dans celui de beaucoup de collègues, il ne s'agit pas d'opposer une dimension à une autre. Il s'agit, pour reprendre le titre de la conclusion de l'ouvrage de la question sociale à la question raciale que j'avais co-dirigé en 2006, il s'agit de faire l'éloge de la complexité. La pluralité des rapports de domination, ça n'est pas remplacer une question par une autre. Et d'ailleurs, le titre de cet ouvrage, de la question sociale à la question raciale, il se terminait par un point d'interrogation. Et précisément, il récusait le soupçon qu'une question en chassait une autre. En fait, une question n'en chasse pas une autre. Ça ne veut pas dire, bien sûr, et c'est là que les choses se compliquent, que quand on parle de classe, on parle uniquement des classes populaires. Parce que finalement, si classe voulait dire classe populaire, ce ne serait plus un concept pour penser la société tout entière, ce serait juste un label pour désigner certaines catégories sociales. Donc en réalité, la classe, comme la race, c'est un concept qui nous permet de penser l'organisation sociale dans son entier. Et en particulier de penser comment sont liées race et classe. Par exemple, effectivement, on sait bien que dans les classes populaires, les minorités raciales sont surreprésentées. Mais est-ce que ça veut dire que la question raciale, au fond, peut se dissoudre dans la question sociale? Ben non, parce que par exemple, on sait bien que les classes moyennes, racisées, elles peuvent être victimes de racisme. On l'a vu récemment avec Michel Zecler qui a été victime de violences policières. Clairement, ça n'était pas un jeune de banlieue, il n'était pas dans une cité, bref, il n'avait pas le profil en termes de classe qu'on attribue généralement aux violences policières. Ça, c'est un rappel du fait que la question raciale, elle ne se réduit pas à la question des classes populaires. On a donc intérêt à utiliser aujourd'hui les nouveaux outils pour repenser les anciens. Au moment où on a un peu pris l'habitude, avec une certaine paresse intellectuelle, mais aussi avec un certain danger politique, de réduire la notion de classe aux classes populaires, je crois qu'il est très important de penser que la classe, comme la race, comme le genre, ça traverse toute la société. Il faut donc penser la société dans sa totalité et non pas simplement certaines catégories. Donc, la race, loin de s'opposer à la classe, elle permet de la repenser dans toute sa force, c'est-à-dire de voir comment la classe, c'est un principe structurant au même titre que la race. Tu disais tout à l'heure, Eric, que finalement, ce qui gênait, ceux qui aujourd'hui dénonçaient un peu la recherche en sciences sociales, notamment sur cette question de l'intersectionnalité, c'était souvent des dominants et que l'intersectionnalité met en avant aussi ces rapports de domination. On le voit aujourd'hui quand même, et c'est d'autant plus exacerbé que des artistes prennent la parole, des personnes racisées plus visibles prennent la parole et osent porter un discours pourtant
y compris à gauche, il y a presque une haine de ceux et celles qui parlent fort. Aujourd'hui, on pense aux grandes gueules, par exemple Giseult, la chanteuse, à Camélia Jordana, ou même Rokhaya Diallo, qui fait l'objet souvent de critiques assez virulentes, y compris à gauche, encore une fois. Elles se font allumer en permanence. Qu'est-ce que leur discours combat enlève à ceux qui, à gauche, les dénoncent? Je crois que c'est lié à ce que nous venons de discuter. Au fond, tout le monde est prêt à accepter l'idée qu'il y a des minorités raciales dans les banlieues, dans les quartiers, dans les cités, parmi les classes populaires, dans le prolétariat, etc. Au fond, c'est incontestable et ça ne change rien puisqu'on peut dire tout ça c'est la même chose. Lorsque on a des gens qui sont en position de sortir de cette catégorie, soit qu'ils viennent des classes populaires, soit qu'ils n'en viennent pas, eh bien là c'est troublant parce qu'on ne peut plus continuer à dire la même chose. Et c'est d'autant plus troublant que ce qu'on voudrait croire, c'est que finalement, si on a la chance d'appartenir aux classes moyennes, on devrait arrêter de se plaindre. Et qu'on arrête de nous embêter avec le racisme, puisque c'est seulement un problème pour les classes populaires. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Lorsque, aux États-Unis, par exemple, on voit un universitaire noir qui se fait arrêter par la police quand il rentre chez lui parce qu'on a l'impression qu'il doit être en train de cambrioler cette belle maison, eh bien, il est obligé de se dire que le problème, ce n'est pas seulement un problème de classe, c'est un problème de race. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas croire que les Noirs puissent appartenir aux classes privilégiées. Donc, on considère que leur place, c'est dans les classes populaires. Lorsque Rokhaya Diallo prend la parole, ce qu'on entend dire, c'est « mais de quoi elle se plaint puisqu'elle a la parole ?» Autrement dit, la condition pour accéder à la parole publique pour les minorités, ce serait de se taire. Ce serait de ne pas parler de la question raciale. Je crois que la violence qui est dirigée contre toutes les personnes racisées qui prennent la parole aujourd'hui dans l'espace public, toute cette violence incroyable, eh bien, elle dit quelque chose sur le fait que ces personnes racisées, on considère qu'elles ont le droit d'être là, mais à condition de ne pas contester l'ordre du monde. Et c'est la même chose qui est en train de se passer dans l'université. On voit de nouvelles générations de chercheuses et de chercheurs, dont une partie sont racisés. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit taisez-vous. Vous ne pouvez pas vous plaindre puisque vous avez un poste. Autrement dit, seuls pourraient se plaindre les gens qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire qu'on ne les entendrait pas. Le problème, aujourd'hui, pour certains, c'est qu'on entend trop les minorités. Or, la réalité, c'est qu'on ne les entendait pas du tout jusqu'à présent. Donc, un peu, c'est déjà trop. Voilà ce que nous disent les conservateurs de tout poil dans l'université et hors de l'université. Ils disent on ne peut plus rien dire, mais ça veut dire taisez-vous. Juste, là, tu dis, celles et ceux qui ont peur de celles et ceux qui voudraient interroger l'ordre actuel du monde, est-ce que ça, c'est pas un symptôme d'un concept que tu n'as pas utilisé encore, mais de l'insécurité culturelle de la part des dominants? Est-ce que c'est un concept, toi, que tu utilises, l'insécurité culturelle? L'insécurité culturelle est un concept ou une notion plutôt qu'un concept qui a été forgé pour penser plutôt aux classes populaires, en nous disant que finalement, quand on n'a pas grand-chose dans la vie, au moins on peut se raccrocher à son identité. Et donc, on nous explique que le problème des classes populaires, ce serait de voir des boucheries halal. Ça se transpose pour les dominants aussi, dans une certaine mesure. Enfin, ça peut se Alors, transposer. on pourrait se poser la question, puisque effectivement, la sécurité culturelle est un concept qu'affectionnent beaucoup les dominants. Donc, en fait, ça dit quelque chose, effectivement, sur les dominants. Pour autant, je ne voudrais pas recourir à ce concept parce qu'il entretient une confusion. On sait que, par exemple,
on a beaucoup parlé du sentiment d'insécurité. Et on nous a dit, mais non, mais ce n'est pas le sentiment d'insécurité, c'est l'insécurité elle-même. Donc, quel est le rapport entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité? Quel est le rapport donc entre la réalité objective et des fantasmes? L'avantage polémique pour la droite de parler d'insécurité culturelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire la différence entre la réalité objective et le fantasme. Or, il me paraît important, dans le contexte actuel, de bien distinguer les deux. Donc, par exemple, si on disait l'insécurité culturelle des universitaires, on pourrait penser qu'effectivement, ils se sentent menacés par une réalité objective. Je crois que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il suffit de regarder, je ne sais pas, un trombinoscope de la conférence des présidents d'université et on sera rassuré, si l'on peut dire, sur le fait que, ma foi, les minorités raciales n'ont pas pris le pouvoir en France. Il suffit de regarder un trombinoscope des grands médias, on sera également plus que rassuré. Et je ne parle pas de la politique, etc. Donc, je crois qu'il est très important de maintenir cette distinction aujourd'hui entre ce qui est de l'ordre des fantasmes et ce qui est de l'ordre d'une réalité objective. C'est la raison pour laquelle je serais réticent à l'idée de parler d'insécurité culturelle, parce que ça me paraît brouiller les frontières. Finalement, le fait de se sentir mal, on n'a plus besoin de savoir si c'est fondé sur une réalité ou pas. Alors justement, en parlant de dominant, on a une dernière question pour toi, Eric. Dans le prolongement de ce débat, les historiens Stéphane Beau et Gérard Noiriel viennent de publier Race et sciences sociales, essai sur les usages publics d'une catégorie aux éditions Agone, un ouvrage qui remet en cause le concept de race parce qu'il aurait tendance, selon les auteurs, à devenir hégémonique et prépondérant par rapport à celui de classe, par exemple. Ils opposent classe et race. Ils déconstruisent aussi l'idée même de la lecture intersectionnelle que peut faire la science sociale. On ne va pas refaire la critique du livre aujourd'hui, mais tu y es souvent cité dans ce livre et même beaucoup critiqué. On en a parlé ensemble avant de faire cette émission et tu m'as dit ne pas vouloir parler de cet ouvrage et de leurs auteurs. Pourquoi tu refuses ce débat? Effectivement, j'ai l'impression que parler de ce livre, c'est tomber dans le piège de la personnalisation. Au fond, aujourd'hui, je crois qu'il est plus important de parler de ce qui se passe dans l'université ou de ce qui se passe dans la société. Si on veut parler d'intersectionnalité, eh bien, parlons de la pandémie. Si on veut parler des rapports entre classe et race, eh bien, parlons de la précarité étudiante. Si on veut parler du rapport entre la xénophobie et le néolibéralisme, parlons de la hausse des frais d'inscription qui aujourd'hui se développe pour les étudiants et étudiantes extra-communautaires. Ce sont des sujets qui me paraissent importants et sur lesquels je me suis mobilisé. Si on veut parler du champ d'études sur la question raciale, très bien, parlons-en. Mais à ce moment-là, il ne s'agira pas de ressasser les histoires du passé, il faudra parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des nouvelles générations dont j'ai eu l'occasion de parler pendant cet entretien. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser distraire, qu'il ne faut pas se laisser obnubiler par ces querelles de personnes, et qu'il faut regarder la réalité de la société française, la réalité de la politique et des attaques qui sont portées contre l'université, et la réalité de l'université elle-même, à la fois des recherches et des nouvelles générations qui, heureusement, sont en train de prendre de l'importance dans l'université. Donc, pour ma part, je préfère parler d'autre chose et je préfère parler avec d'autres. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.